This video is available with English subtitles. Este video está disponible con subtítulos en español, because mi acento is terrible. Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Oh non, mais c'est bon, l'histoire de la franc-maçonnerie, ça va encore être un truc, on va dormir sur la table. Non, ça va, c'est pénible ce truc. Mais pourquoi regarder une vidéo sur le convent de Lausanne de 1875, me dirais-tu? Eh ben parce qu'on va passer un super bon moment ensemble, tu vas pas voir le temps passer et on va parler d'histoire intelligemment. Dans une précédente vidéo, je te parlais du convent de Lausanne de 1875, c'est pas le moment le plus foufou de la franc-maçonnerie. Par contre, ça permet d'évoquer la querelle du grand architecte de l'univers, les dissensions qu'il a pu avoir entre le Grand Orient de France et ce qu'on appelait le rite écossais, et en même temps essayer d'expliquer un petit peu l'histoire d'organisations comme les suprêmes grands conseils. En 3 parties, je vais te faire une petite introduction, te parler du manifeste et de la déclaration. Et si t'as rien compris à tout ce que je viens de te dire, justement, reste sur cette vidéo. Par contre, j'ai super besoin de toi. Vous êtes 1 millier chaque dimanche à venir regarder mes vidéos, donc déjà je vous remercie. Ça me fait plaisir quand vous likez la vidéo, vous cliquez sur s'abonner et vous laissez un commentaire. Ah, et vous avez cliqué sur la cloche avant ça quand même. Historiquement parlant, les années 1870, politiquement, religieusement, socialement, c'est un peu un crumble. C'est-à-dire que tu as un fond de fruits en compote et dessus, t'as les miettes de la nation française. Forcément, la France vient de se faire complètement atomiser par la Prusse. Napoléon III a été fait prisonnier à Sedan, meurt en 1873. On se retrouve avec une Troisième République, avec des royalistes. On dit que ce sont des légitimistes. On se retrouve quand même avec un président de la République qui s'appelle MacMahon, qui lui-même voudrait le retour d'un roi. Il est président de la République, et en même temps, c'est un comte qui veut le retour d'un roi. Alors imaginez si en plus de ça, on rajoute des dissensions religieuses et administratives au niveau de la franc-maçonnerie. Dans les années 1870, la franc-maçonnerie est divisée en 2 camps. Ouais, on va dire camps. D'un côté, il y a le Grand Orient de France. Le Grand Orient de France, qui est en fait l'obédience qui est, on va dire, née de la première grande loge qui a été faite en France. Et de l'autre, les Écossais. Oui, parce qu'en fait, c'est difficile d'appeler cette obédience d'une autre manière. Donc si vous avez un meilleur titre que les Écossais, vous pouvez le marquer en commentaire. Bref, 1870, les francs-maçons s'entre-déchirent entre d'un côté les déistes, les théistes et les rationalistes. Les déistes, comment vous expliquer? Les déistes, ils considèrent que qu'importe ce que l'on fait, de toute façon, on suit le plan de Dieu, donc quoi qu'on fasse, on respecte le plan de Dieu, donc les religions, c'est un peu accessoire. Les théistes, par contre, ils pensent que l'homme doit aller vers le plan de Dieu. Donc les religions, c'est cool, mais c'est pas forcément nécessaire, mais quand même c'est bien. Mais la vérité révélée des religions, c'est accessoire, c'est surtout l'action qui compte. Et puis les rationalistes, ils se disent bon les gars, on peut considérer les faits s'il vous plaît avant de prendre position? Vous n'imaginez pas la prise de tête que ces quelques phrases m'ont valu pour essayer d'expliquer des concepts religieux aussi denses et avec autant de perceptions différentes, autant de sensibilités différentes. Si vous voulez voir la différence entre les théistes, les déistes et les rationalistes, cherchez vous-même. Bref, on est en 1870, on est dans une période anticléricale et on est en train de se demander en franc-maçonnerie si par hasard, Dieu, on ne devrait pas l'appeler autrement. Et pourquoi pas le grand architecte de l'univers? Oui, parce que historiquement parlant, en fait, le grand architecte de l'univers, c'est pas un terme qui remonte à 300 ans. Alors, certes, il y a quelques occurrences, notamment dans les constitutions d'Anderson, mais pour autant, quand on regarde vraiment les sources textuelles de la franc-maçonnerie, il y a des variantes qui sont utilisées, on va dire. Vous vous doutez bien qu'en pleine période anticléricale, l'Église de Rome, on leur dit « Et si on essayait d'appeler Dieu d'une autre manière ?» Ça passe pas. Faut dire qu'en fait, sur les 20 dernières années avant le convent de Lausanne de 1875, il y a quand même eu 4 encycliques, une bulle pontificale, coucou Pineuf. On est toujours là. En fait, ces encycliques et cette bulle, c'est pas vraiment que contre la franc-maçonnerie, c'est surtout contre les sociétés secrètes. D'ailleurs, j'en profite pour vous caser juste un petit détail. Quand, en droit canonique, on parle de secte, en fait,
c'est pas dans le sens actuel d'une secte. En droit canonique, une secte, c'est une organisation qui s'évertue à détruire l'Église. Donc c'est pour ça que dans une période anticléricale, où la franc-maçonnerie est majoritairement anticléricale, on considère la franc-maçonnerie comme une secte. Écoutez, on ne va pas rentrer dans les détails, je vais commencer à vous lire le manifeste du Convent de Lausanne, c'est assez court. Manifeste du Convent de Lausanne, septembre 1875. Depuis trop longtemps, et dans ces derniers temps surtout, la maçonnerie a été l'objet des plus injurieuses attaques. Au moment où le Convent, après l'examen le plus attentif des anciennes constitutions du rite écossais ancien accepté, conservant avec un religieux respect les sages dispositions qui le protègent et le perpétuent, délivre la maçonnerie de vaines entraves et veut la pénétrer de plus en plus du souffle de liberté qui anime notre époque. Au moment où, sur des bases inébranlables, il sanctionne une intime alliance entre les maçons du monde entier, le Convent ne peut se séparer sans répondre par une éclatante manifestation à de déplorables calomnies et à d'énergiques anathèmes. Avant tout, aux hommes qui, pour se présenter à la franc-maçonnerie, veulent connaître ses principes, elle les proclame par la déclaration suivante, qui est son programme officiel et dont les expressions ont été arrêtées par le Convent. Un superbe exemple de « je suis tout seul, mais je parle pour tout le monde ». Oui, parce que le Grand Orient de France, en fait, n'était pas trop content de ce convent. On le voit donc dans cette introduction, on parle de libérer la franc-maçonnerie, de proclamer ses principes et de lueur d'une époque. En réalité, il y a aussi et surtout beaucoup de querelles administratives entre les différents suprêmes grands conseils. Parce que je vous ai pas dit, mais en fait un suprême grand conseil, pour le rite écossais, c'est tout simplement un organisme qui va gérer les hauts grades, donc après les loges d'apprentis compagnons maîtres, il y a ce qu'on appelle des hauts grades. Ce suprême grand conseil a été créé en 1804, au sein du Grand Orient de France. Il a acquis son indépendance en 1821. Il prend alors le nom de Suprême Grand Conseil, et puisqu'il gère les hauts grades, il se donne le droit de créer des loges bleues, des loges d'apprentis compagnons maîtres, alors qu'il gère les hauts grades. Vu qu'on est en franc-maçonnerie, on n'est pas une contradiction près, et ça dure jusqu'en 1904. Oui, parce qu'en 1894, la Grande Loge de France, l'actuelle, qui n'a donc pas directement à voir avec la première Grande Loge de France, cette Grande Loge de France récupère le droit en fait d'attribuer des patentes et donc de créer des loges. Et si tu n'as absolument rien compris à tout ce que je viens de te raconter, c'est une très bonne opportunité que de poser des questions en commentaire et de continuer la vidéo puisque tu te doutes bien que je vais continuer à expliquer. On se concentre. Nous sommes donc en 1875, à une période de colonialisme, à une période où effectivement il y a des dissensions chez les francs-maçons, comme à peu près depuis la fondation de la franc-maçonnerie en fait, et deux suprêmes grands conseils prennent l'initiative de faire se réunir tous les suprêmes grands conseils qui se reconnaissent entre eux, pour pouvoir en fait, faire des alliances, décider un petit peu de comment s'organiser concrètement, pour éviter que chacun fasse un peu comme il veut. Il y a le Suprême Grand Conseil du Pérou et le Suprême Grand Conseil de la juridiction sud des États-Unis. Ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est qu'en fait, cette juridiction ne vint jamais. Oui, les mecs sont à l'origine d'un convent et ils y vont pas, ils se font représenter. D'ailleurs, ce convent, en fait, il a été un échec, parce que justement, beaucoup des suprêmes grands conseils se sont fait représenter. Donc tu te doutes bien que 6 délégations qui en représentent au total une vingtaine, sans obligation de respecter ce qui va être décidé dans le convent, le premier lundi de septembre 1875, se réunir donc à Lausanne, en Suisse. Le Suprême Conseil de France, d'Italie, de Belgique, d'Irlande, du Pérou, d'Angleterre, d'Écosse, de Colomb, du Portugal, d'Hongrie, de Grèce et de Suisse. Bon, et pour la juridiction des États-Unis, enfin du sud des États-Unis, ils ont décidé de se faire représenter, mais après, il y a tout un imbroglio avec Albert Pike qui dit non, finalement, en fait, on n'était pas représentés, enfin... Mais ils ont quand même réussi à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Un principe créateur de l'univers, la liberté de conscience, uniformiser les grades à conférer, essayer de donner une bonne image de la franc-maçonnerie. Oui, alors en fait, je suis pas certain sur le dernier point que ça ait marqué vraiment les esprits quand on voit encore ce qui se publie à droite à gauche, mais ils ont vachement essayé. Parce que pour marquer les esprits à la suite de ce convent, ils se sont dit « Et si on se faisait un manifeste ?» Ce à quoi on leur a répondu « Ouais. » Donc ils décident de faire une déclaration en fait commune pour affirmer tous les principes qui ont été déterminés durant les 15 jours. En fait, c'est surtout durant les 5 premiers jours. Vous êtes toujours là ou je parle tout seul là? Non, parce que si je parle tout seul, je vais vous la lire en entier la déclaration. Déclaration de principe.
La franc-maçonnerie proclame, comme elle a proclamé dès son origine, l'existence d'un principe créateur sous le nom de grand architecte de l'univers. Elle n'impose aucune limite à la recherche de la vérité, et c'est pour garantir à tous cette liberté qu'elle exige de tous la tolérance. La franc-maçonnerie est donc ouverte aux hommes de toute nationalité, de toute race, de toute croyance. Elle interdit dans les ateliers toute discussion politique et religieuse. Elle accueille tout profane, quelles que soient ses opinions en politique et en religion, dont elle n'a pas à se préoccuper, pourvu qu'il soit libre et de bonnes mœurs. La franc-maçonnerie qui ne se préoccupe pas de politique. Le Grand Orient, ils étaient ravis les mecs, certainement. Je rappelle d'ailleurs, parce qu'on parle de race dans ce texte, on est en 1875, donc n'appliquons pas les concepts de maintenant à ceux d'avant. On était dans une société effectivement colonialiste, donc pour eux il y avait une différence de race, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On sait pertinemment qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Bon, je continue. La franc-maçonnerie a pour but de lutter contre l'ignorance sous toutes ses formes. C'est une école mutuelle dont le programme se résume ainsi: obéir aux lois de son pays, vivre selon l'honneur, pratiquer la justice, aimer son semblable, travailler sans relâche au bonheur de l'humanité et poursuivre son émancipation progressive et pacifique. Voilà ce que la franc-maçonnerie adopte et veut faire adopter à ceux qui ont le désir d'appartenir à la famille maçonnique. J'ai l'impression que je revis l'ancienne vidéo. Mais à côté de cette déclaration de principe, le convent a besoin de proclamer les doctrines sur lesquelles la maçonnerie s'appuie. Il veut que chacun les connaisse. Pour relever l'homme à ses propres yeux, pour le rendre digne de sa mission sur Terre, la maçonnerie pose en principe que le Créateur suprême a donné à l'homme comme bien le plus précieux la liberté. La liberté, patrimoine de l'humanité tout entière, rayon d'en haut qu'aucun pouvoir n'a le droit d'éteindre ni d'amortir, et qui est source des sentiments d'honneur et de dignité. Depuis la préparation pour les grades jusqu'à l'obtention du grade le plus élevé de la maçonnerie écossaise, la première condition sans laquelle rien n'est accordé à l'aspirant, c'est une réputation d'honneur et de probité incontestée. Aux hommes pour qui la religion est la consolation suprême, la maçonnerie dit: cultivez votre religion sans obstacle, suivez les inspirations de votre conscience. La franc-maçonnerie n'est pas une religion, elle n'est pas un culte. Aussi, elle veut l'instruction laïque. Sa doctrine est tout entière dans cette belle prescription: aime ton prochain. À ceux qui redoutent avec tant de raison les dissensions politiques, la maçonnerie dit: je proscris de mes réunions toute discussion, tout débat politique. Sois pour ta patrie un serviteur fidèle et dévoué. Tu n'as aucun compte à nous rendre. L'amour de la patrie s'accorde d'ailleurs si bien avec la pratique de toutes les vertus. On a accusé la maçonnerie d'immoralité. Notre morale, c'est la morale la plus pure, la plus sainte. Elle a pour base la première de toutes les vertus, l'humanité. Le vrai maçon fait le bien. Il étend sa sollicitude sur les malheureux, quel qu'il soit, dans la mesure de sa propre situation. Il ne peut donc que repousser avec dégoût et mépris l'immoralité. C'est beau en fait. Tels sont les fondements sur lesquels repose la franc-maçonnerie et qui assure à tous les membres de cette grande famille l'union la plus intime, quelle que soit la distance qui sépare les divers pays qu'ils habitent. C'est entre tous l'amour fraternel, et qui peut mieux attester cette vérité que la réunion même de notre convent. Inconnus les uns des autres, venant des pays les plus divers, à peine avions-nous échangé les premières paroles de bienvenue que déjà l'union la plus intime régnait entre nous, les mains se serraient fraternellement, et c'est au sein de la plus touchante concorde que nos résolutions les plus importantes ont été prises d'un assentiment unanime. Francs-maçons de toutes les contrées, citoyens de tous les pays, voilà les préceptes, voilà les lois de la franc-maçonnerie, voilà ses mystères. Contraignent les efforts de la calomnie, demeurent impuissants et ses injures resteront sans écho. Marchant pacifiquement de victoire en victoire, la franc-maçonnerie étendra chaque jour son action morale et civilisatrice. Les mecs ont été trois à rédiger ce texte quand même. J'espère que cette vidéo, qui était plus longue que d'ordinaire, vous a fait plaisir. J'espère vraiment en fait que vous avez apprécié que je continue ce voyage un peu initiatique sur YouTube avec vous. Et j'espère surtout que tu partages ma vidéo assez souvent, parce que moi ça m'aide énormément, que tu en parles autour de toi, que tu envoies les vidéos à tes frères ou tes sœurs en disant: tiens, va regarder ça, c'est intéressant. C'est important qu'on puisse être de plus en plus nombreux, et justement j'ai une annonce à te faire. Le jeudi 15 avril, on va faire une réunion sur Discord sur le thème « La franc-maçonnerie sans langue de bois ». Alors, je sens que je vais déjà me prendre une ou deux baffes, rien que sur la formulation, parce que ça ressemble un peu à un grand maître qui vient parler en province. Alors, je préfère vous prévenir, je n'ai aucune aspiration régionale ou nationale dans mon obédience, ni dans aucune obédience. Je fais ça pour me faire plaisir et vous faire plaisir. Si vous trouvez du plaisir, et je pense que c'est le cas vu le nombre que vous êtes sur chaque vidéo, moi j'aimerais bien vous voir. Vous pouvez vous inscrire sur Discord pour pouvoir accéder à la conférence, et ainsi on pourra passer un bon moment ensemble et je répondrai à des questions. Je vous ai parlé de l'apprenti perdu ou pas aujourd'hui? Non, mon roman là, j'ai rien dit. Tiens, j'y pense aussi, tu le sais peut-être pas, mais j'ai sorti un roman de science-fiction maçonnique qui s'appelle L'apprenti perdu. Régulièrement réapprovisionné sur les sites de vente en ligne, tu peux le commander pour te le faire livrer chez le libraire de ton choix. C'est franchement plus sympa.